Les Européennes ont laissé des traces, ça tangue à la France insoumise et ça se désagrège chez les Républicains. Vous regardez le numéro 35 du Petit Coup de Bourbon et vous avez raison. Clémentine Autain est donc à la recherche d'un nouveau Big Bang de la gauche. Tribune dans Le Monde, avec la communiste Elsa Faucillon et quelques figures intellectuelles. Site dédié, appelle à une réunion le 30 juin. La députée de la France insoumise instruit en filigrane le procès de la stratégie de son parti. C'est d'une vision plus encore que d'une juxtaposition de colère et de propositions que notre pays a aujourd'hui besoin. Loin du ressentiment et de la haine pour moteur, nous devons faire vivre un horizon commun de progrès pour l'humanité. La réussite de cette entreprise tient en grande partie à la capacité à assumer un pluralisme authentique tout en dégageant de nouvelles cohérences partagées. Clémentine Autain se défend de vouloir ressusciter l'union de la gauche. Le pire serait de continuer comme avant, de croire que quelques micros-accords de sommet et de circonstances pourraient suffire à régénérer le camp de l'émancipation, que l'appel à une improbable union de la gauche à l'ancienne serait le sésame. Son collègue de groupe Éric Coquerel, également député de Seine-Saint-Denis, estime que cette position n'est pas si éloignée de ce que dit le mouvement. Clémentine, elle propose une fédération populaire, un mouvement citoyen qui ne soit pas un cartel, appuyé par des partis, des associations. C'est exactement ce que je dis, ce que dit Jean-Luc Mélenchon et autres. Donc moi je me méfie de l'exacerbation des différences. Je vois que certains... D'autres disent on n'a pas été assez populiste pendant la campagne. Moi, je n'ai pas trouvé qu'il y avait une grosse différence avec la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. On a toujours été en réalité quelque part sur deux jambes. La jambe qui est le fait de dire on doit fédérer le peuple, donc pas de cartel de partis, pas de vieilles recettes style Union de la gauche avec des partis dont on voit bien qu'ils ont fait un autre choix de fond par rapport au capitalisme, par rapport au libéralisme. Mais en même temps, il y a quand même aussi des forces à côté de nous. Et si elles veulent coexister avec nous, construire avec nous, tant mieux. Moi, je comprends très bien que tous les gens aient envie de peser parce qu'ils estiment qu'ils vont apporter plus. Mais le seul message que je leur adresse, c'est un message d'être raisonnable, d'être sage et de dire qu'on ne participe pas à déconstruire quelque chose qui existe, qui a fait 19%, qui nous a assuré des élus quand même, qui pour la suite est quand même, mine de rien, ceux qui s'en sortent le mieux. C'est pas Génération, c'est pas le Parti communiste, c'est même pas le PS qui ont subi une dégringolade bien pire que nous, qui sont à même de représenter une chance pour l'avenir. C'est bien le mouvement citoyen que nous avons mis en place, à condition, mais ça on est plusieurs à le dire, qu'on mette en place une coordination permanente de ce mouvement, que l'Assemblée représentative du 23, les gens puissent s'exprimer, dire ce qui va, ce qui ne va pas, etc. Tout ça c'est vrai. Appel à la raison donc, et rendez-vous donné le 23 juin pour l'Assemblée représentative du mouvement. Le député Alexis Corbière préfère pointer, lui, les insuffisances de l'appel lancé par Clémentine Autain. Et si la suite, c'est rassembler un périmètre de gens qui pensent que c'est dans une revendication identitaire, nous sommes la gauche authentique, moi je n'y crois pas, je le dis honnêtement, je ne crois pas que ce soit ça. Moi ce qui m'intéresse, ce qui par exemple est totalement absent du texte que vous évoquez, c'est les abstentionnistes. C'est la question majeure. C'est un texte qui réfléchit dans un périmètre fermé de ceux qui sont venus voter. Mais pourquoi 55% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ne sont pas venus cette fois-ci? Pourquoi avons-nous l'électorat le plus abstentionniste? Pourquoi c'est particulièrement un électorat populaire qui s'abstient? Et cet électorat, il ne croit plus aux élections bien souvent. Il est dégoûté. Comment nous lui disons qu'avec nous, on n'est pas là pour remplacer les élus actuels par de bons élus, mais comment nous sommes l'outil pour qu'ils gagnent des droits nouveaux? Moi, je pense que c'est ça qu'il faisait. Parmi d'autres. Mais la force de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui disait si je suis élu, moi je jette la clé à la Seine, disait-il, de la Ve République, je serai le dernier président de la Ve République. Et je crois que cette question de la démocratie, du combat pour la souveraineté, est ce qui sert de fil conducteur même au mouvement des Gilets jaunes, qui part de questions fiscales, qui pose rapidement la question sociale et qui arrive à la question notamment du référendum d'initiative citoyenne. Comment le peuple a le pouvoir, même entre deux rendez-vous électoraux? Alors, où se situent les divergences? Peut-être autour de la personne de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a su brillamment, en 2017, fédérer sur, non pas le mot gauche comme étendard, mais de le remplir. Depuis, et c'est là où il faut analyser, il me semble qu'un tournant a été pris, où je dirais qu'a été construit une certaine idée du eux et du nous, une logique de clash. En creux, c'est l'attitude du chef de la France insoumise et de son entourage qui est mise en cause, particulièrement lors de la perquisition des locaux de la FI au mois d'octobre dernier.
Écoutons la réponse d'Alexis Corbière. Si c'est ça dont on parle, je rappelle que nous l'avons subi. Alors peut-être qu'il aurait fallu se comporter différemment à cette occasion, mais ça c'est pas une ligne stratégique. À moins qu'en dernier bout d'analyse, ce qu'il faut comprendre de Clémentine, c'est qu'il y a un problème Jean-Luc Mélenchon. Bon, mais alors que chacun le dise clairement. Voilà, ne tournons pas autour du pot. Si certains pensent que le problème c'est Jean-Luc Mélenchon, une fois qu'il sera plus là, tout ira mieux. Moi, je ne me réduis pas à ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de politique derrière ça. C'est ultra personnalisant. Et puis Jean-Luc, il est comme tout le monde, il n'est pas parfait. Mais enfin, je rappelle que si aujourd'hui il y a 17 députés, c'est quand même grâce à la campagne présidentielle dans laquelle Jean-Luc Mélenchon a joué un petit rôle quand même. D'accord ? Pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon fait une cure de silence dans une récente note de blog. Il assure qu'il s'exprimera dans les jours qui viennent, vraisemblablement mardi ou mercredi prochain. Il pourrait prendre du recul par rapport à la vie quotidienne du groupe parlementaire et du mouvement, ce qui lui permettrait d'envisager l'échéance de 2022 avec davantage de sérénité, si toutefois la confiance est toujours au rendez-vous. Aujourd'hui même, Le Monde révèle la teneur d'une note interne au mouvement signée par 42 cadres, dont Charlotte Girard, ex-responsable du programme, Manon Le Breton, qui dirige l'école de formation, ou encore Hélène Franco, magistrate et spécialiste justice de l'AFI. Le texte souligne notamment que cette prétention de construction d'un mouvement suffisamment gazeux pour être à l'abri des tensions entre courants ou fractions et à l'abri des enjeux de pouvoir est un leurre. Les signataires réclament de pouvoir trancher la ligne politique et la tenue d'une assemblée constituante à la rentrée. L'intervention prochaine de Jean-Luc Mélenchon sera donc décisive pour l'avenir du mouvement, car c'est sans doute une des plus grandes crises qu'ait connue jusqu'ici la France insoumise. C'est le pire score jamais réalisé par la droite, tout scrutin confondu. Avec 8,5% des voix, les Républicains basculent désormais en deuxième division, celle des supplétifs de la politique française. La conséquence ne s'est pas fait attendre. Ces élections, c'est un échec. Les victoires, elles sont collectives. Les défaites, elles sont solitaires. C'est comme ça. Je me retire de mes fonctions de président des Républicains. Mais cette démission ne résout pas grand-chose pour l'instant, car les raisons de cet échec historique ne tiennent pas à la seule personnalité du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le moral, il n'est pas très bon, parce que je dirais que les députés sont sonnés. Le sujet, c'est de se demander pourquoi, par exemple, le jeune ne vote plus à droite. Pourquoi est-ce que les chefs d'entreprise nous ont quittés? Pourquoi les classes populaires nous ont quittés? Pas, je dirais totalement, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, nous ne parlons plus, nous ne sommes pas le reflet de la société? Peut-être tout simplement parce que la droite aujourd'hui, c'est la République en marche. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a sociologiquement une partie de la droite qui a voté pour Emmanuel Macron, soit parce que la politique économique lui va, soit parce que il y avait une peur du Front National. Maintenant, nous devons nous demander qu'est-ce que c'est la droite aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est la droite face à une force qui nie l'existence de la droite et qui nie l'existence de la gauche? C'est une question profonde. Et ma réponse au macronisme, moi, c'est le gaullisme. Parce que là où Emmanuel Macron veut dépasser la nation, moi, je pense qu'elle est notre avenir indépassable. Là où Emmanuel Macron pense que le modèle néolibéral mondialisé va faire le bonheur d'une majorité de Français via le ruissellement, moi, je pense qu'il fait son désespoir et qu'il sépare la société française en deux. Lui cherche à dépasser la droite et la gauche par le centre. Je crois que nous avons à dépasser la droite et la gauche par la nation. Nous sommes victimes d'une occupation temporaire. Nous sommes face à deux squatteurs, si vous préférez. Un squatteur venu de l'extrême droite et un squatteur venu de la gauche. Eh bien, il est temps de retrouver la nue propriété et surtout l'usufruit. En revenir aux fondamentaux du gaullisme, pourquoi pas? Encore faudrait-il que LR en finisse avec la guerre des chefs. On a entretenu une querelle des chefs en notre sein et on a aussi conduit la droite à la déroute. On ne peut pas en vouloir qu'à M. Macron, qu'à Mme Le Pen, aux causes électeurs. Il faut aussi qu'on sache se remettre en cause. Et je pense que ce mea culpa sera apprécié de la part de nos compatriotes. Il faut que tout le monde ait intérêt à la réussite des Républicains. Et pour que tout le monde ait intérêt à la réussite des Républicains, il faut soit un président qui soit dégagé de 2022 ou une présidence collégiale où chacun de ses candidats est représenté. Pour l'heure, c'est mal parti. La guerre des chefs continue. Ainsi, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui hier soir a annoncé qu'elle quittait le parti, entraînant derrière elle une dizaine d'élus. J'ai décidé de quitter les Républicains parce que j'ai acquis la conviction que la refondation de la droite ne pourra pas se faire à l'intérieur et qu'elle doit se faire à l'extérieur. Valérie Pécresse songe surtout à 2022. Elle se verrait bien candidate de la droite à la présidentielle. Et dans ce scénario, LR est devenu un boulet. Pas question donc de jouer les sauveurs en prenant les rênes de la formation moribonde. Il faut rompre les amarres. Valérie Pécresse ne fait qu'imiter l'autre figure pressentie ces derniers jours pour redresser LR, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Lui
a quitté le parti en 2017 au lendemain de l'élection de Laurent Wauquiez à la présidence. Et lui aussi songe à la magistrature suprême. Revenir maintenant au bercail, ce serait rompre la diète médiatique, prendre des coups, répondre, et donc ruiner le patient travail qui vise à l'installer en présidentiable. Aucun intérêt. Puisque les pointures ne veulent pas du parti, les regards se portent vers un outsider de poids, François Baroin. Ce chiracien historique, soutien de François Fillon jusqu'au bout, présente l'inestimable avantage de ne pas être candidat à la présidentielle. Enfin, pour l'instant, car en politique, l'appétit vient en mangeant. Président de la puissante Association des maires de France, est un homme de réseau. Bref, il ferait l'affaire. Baroin s'apprête à briguer un 5e mandat de maire dans sa bonne ville de Troyes. Pas question de prendre la tête des Républicains avant les municipales, c'est-à-dire au printemps 2020. Ses administrés risqueraient sinon de lui en tenir rigueur. Certains barons de LR proposent donc de reporter l'élection. Il y a deux options, soit celle qui consisterait à la faire à l'automne, c'est-à-dire un congrès autour du mois d'octobre, soit celle qui consisterait à le faire après les élections municipales. Ce que je dis simplement, c'est que si on le fait après les élections municipales, il faut avoir une bonne raison de le faire. C'est-à-dire qu'il faut à ce moment-là qu'il y ait un leader qui est capable de rassembler la famille politique, qui pourrait ne pas se présenter avant, mais qui pourrait se présenter éventuellement après les élections municipales. Et là, ça aurait du sens de faire cela. Visiblement, les autres responsables de LR ne sont pas prêts à attendre aussi longtemps. L'élection du nouveau président devrait avoir lieu les 12 et 19 octobre. Le bureau politique doit officialiser la date mardi prochain. La quête d'un chef se poursuit. Maintenant, on cherche un peu le mouton à 5 pattes, c'est un peu compliqué. Si on croise un peu les éléments de portrait robot, il faut quelqu'un qui ait de l'ambition, qui soit avec un vrai leadership, qui laisse passer un peu le gros temps, mais qui soit en même temps pas candidat en 2022 pour éviter d'être jugé parti, qui cajole les uns et les autres. Bref, là aussi, au-delà de mon petit sourire qui n'est pas de la moquerie, on voit bien la difficulté de la tâche. Et surtout, ce candidat devra se résigner à assumer une nouvelle défaite en 2022. Maintenant, je vais vous dire, vous savez, 2022, ça me paraît très loin. Non pas que je sois défaitiste, mais je pense qu'on ne se refait pas une santé comme ça en quelques mois. On a besoin d'une période de convalescence qui va durer. Certains ont cru qu'on était déjà guéri il y a quelques mois. On a mis un pansement sur la plaie et comme on n'a pas enlevé le pansement, on n'a plus vu la plaie. Mais la plaie, elle était bien là et elle suppure, donc il faut éviter de reproduire les mêmes erreurs. Un constat qui va encourager les vocations, c'est certain.